Bien, on va commencer. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver nombreux. On est déjà à 32 D'ailleurs, connectés voilà, pour il y a c'est cette, fait. nouvelle conférence de la FPF. Donc, je suis Jean-Michel Ah, Fourier, pour ceux qui ne me connaissent pas, le président de la FPF. Et j'ai moi-même été diagnostiqué d'une EFPI en 2017. Donc, nous avons préparé cette conférence sur les explorations fonctionnelles respiratoires. On connaît tous bien, en tant que patient, sous le nom de FR. Et nous allons accueillir le docteur Ségolène Turquier, qui est praticien hospitalier au service des EFR et au centre de compétences de l'hypertension pulmonaire à l'hôpital Louis Pradel à Lyon. Suite à son exposé, nous aurons une session de questions-réponses pendant laquelle vous pourrez poser toutes vos Active le questions. son. Alors, vous pouvez les poser directement déjà, si vous voulez, sur le chat, hein, en utilisant le petit onglet discussion qui doit y avoir en bas de votre écran. Sinon, vous pourrez prendre la parole après l'exposé du docteur Turquier pour les poser en direct. Donc, la conférence est enregistrée pour donner la possibilité à ceux qui ne peuvent pas être présents de la revoir en différé. Donc, si vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo, vous pouvez désactiver votre caméra. Et enfin, avant de passer la parole au docteur Turquier, je vous propose de retourner quelques instants sur les bancs de l'école avec une vidéo de l'INSERM qui explique, qui nous rappelle à quoi servent nos poumons. Donc, je vais essayer de vous partager la vidéo. C'est une première si j'y arrive. Voilà, Audio. ça devrait marcher. Avant de lancer la vidéo, est-ce que tout le monde peut couper son micro, s'il vous plaît, parce qu'on a pas mal d'interférences derrière. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez la vidéo? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ok, donc, je lance. La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme du dioxygène et de le débarrasser dans le même temps du dioxyde de carbone. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez, puis traverse les voies nasales, le pharynx et le larynx. Il descend par la trachée et atteint les bronches, petites voies respiratoires qui se divisent en voies plus petites, les bronchioles. Aboutissant aux alvéoles, petits sacs fragiles en forme de grappe. L'air pénètre donc dans les poumons jusqu'au fond des alvéoles. Et c'est là que se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang. C'est-à-dire que le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air. Il est ensuite expulsé dans l'atmosphère par l'expiration. Je réactive Les le son. échanges se font au niveau des capillaires, vaisseaux sanguins très fins qui tapissent la paroi des alvéoles. Les alvéoles étant au nombre de 600 à 800 millions, la surface totale de contact entre l'air et le sang dans les poumons avoisine les 100 mètres carrés, soit l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis. La grande taille de cette surface d'échange alvéolaire, richement vascularisée, augmente la quantité de dioxygène entrant dans le sang. Le sang, qui était pauvre en dioxygène à l'entrée des alvéoles, en ressort enrichi. Il quitte les poumons par la veine pulmonaire pour aller irriguer les différents organes du corps. Il retourne dans le cœur qui, agissant comme une pompe, le propulse à travers le système sanguin afin que le dioxygène soit distribué à tous les organes.
Et c'est au niveau des cellules des organes que s'opère l'échange inverse de celui des poumons. Le sang délivre le dioxygène nécessaire au métabolisme cellulaire. Sa consommation par la respiration cellulaire libère un déchet, le CO2, qui récupéré par Encore le foie, d'activer le son. reconduit aux alvéoles pulmonaires. En somme, le rôle du système respiratoire est donc d'une part de capter le dioxygène de l'atmosphère afin de le distribuer dans le sang, d'autre part d'extraire le CO2 du sang pour l'expulser dans l'atmosphère. Voilà pour ce petit rappel de ce que sont les poumons et à quoi servent les poumons. Docteur Turquier, bonjour. Bonjour. La, la- attendez, la mucoviscidose, il faut que j'arrête, hein. Donc, voilà, excusez-moi. Donc, je vous passe la parole, docteur Turquier, et vous pouvez partager aussi votre diaporama. Bien sûr, je vous remercie. Bonjour à tous. Je remercie Monsieur Fourier et Madame Kawak d'avoir pensé à moi pour vous parler d'exploration fonctionnelle respiratoire. Je vous fais une présentation qui va durer une petite demi-heure. Et ensuite, vous pourrez bien sûr me poser toutes les questions que vous désirez. Alors, je fais un partage d'écran en espérant... C'est bon, on voit bien. Vous avez mon diaporama là? Ok, parfait. Parfait. Donc, je travaille à l'hôpital cardiologique Louis Pradel en partenariat avec le service de pneumologie du professeur Cotin, qui est le centre coordonnateur des maladies rares en France. Docteur, on voit deux diapos en même temps. En fait, Oui, deux diaporamas. Comment je peux faire? on voit celle que vous commentez et la suivante, en fait. D'accord. Alors... Je crois que sur votre version, vous ne pouvez pas faire autrement. Ah, d'accord. Ouais. Bon, je suis désolée. Bon, bah, allez-y, continuez alors, merci Jacques. Non, ça n'a pas... Bon, je suis désolée. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Comme ça, vous avez une petite vision à suivre après. Donc, cette première diapositive, en fait, qui fait un rappel du petit film que vous avez vu, et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que dans les échanges gazeux, certes, le poumon tient une place centrale, mais pas que, hein. Le cœur, la circulation, l'hémoglobine et aussi les organes périphériques ont un rôle très important dans le métabolisme de l'oxygène et sa transformation en énergie. Et ça, vous verrez, on en reparlera tout à l'heure, c'est important pour la prise en charge des patients. Donc, bien sûr, on va se focaliser sur le poumon parce que c'est l'organe qui nous intéresse le plus dans votre pathologie. Donc, les deux fonctions, vous l'avez vu sur la présentation, c'est tout d'abord la ventilation. La ventilation, c'est l'acheminement de l'air et de l'oxygène jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Et cette ventilation, c'est finalement le volume courant, le volume que vous allez prendre à chaque inspiration, multiplié par la fréquence respiratoire, la vitesse à laquelle vous allez le faire. Et vous allez pouvoir comme ça assurer une ventilation par minute. Donc, un volume minimum nécessaire par minute. On reverra après dans les EFR, on distingue les volumes pulmonaires mobilisables, donc le volume courant, mais aussi la capacité vitale. La capacité vitale, c'est le maximum d'air que vous pouvez faire entrer et sortir lors d'une manœuvre forcée. Et les volumes pulmonaires statiques sont finalement les volumes, l'air qui, lui, va rester de façon définitive et qui ne va pas être mobilisé, qui va rester tout le temps dans votre poumon. C'est ce qu'on appelle le volume résiduel. La somme de cette capacité vitale, volume mobilisable et volume résiduel, constitue la capacité pulmonaire totale, le volume maximum que l'on peut avoir dans un poumon après une inspiration forcée. La deuxième partie
du travail du poumon, c'est d'assurer la diffusion de l'oxygène de l'alvéole vers le capillaire. Cette fonction de diffusion va dépendre de la surface, donc de la membrane, de la surface d'échange à ce niveau-là, et aussi de l'épaisseur de la membrane. On vous a dit dans le petit film que ça faisait 80 à 100 mètres carrés en surface et l'épaisseur 1 micron. Ces deux paramètres-là vont être modifiés dans votre pathologie et vont diminuer. Ça va aussi dépendre du nombre de globules rouges. Plus on a de globules rouges et plus l'oxygène va être capté facilement. Si on a une anémie, l'oxygène va avoir plus de mal à être capté. Et enfin, du temps de contact. Plus le globule rouge va rester en contact avec l'alvéole et plus il va avoir le temps de se charger en oxygène, plus le globule rouge va passer vite et moins il va avoir de temps pour se charger en oxygène. On va en reparler tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas de fibrose pulmonaire idiopathique? Il va y avoir un dépôt, enfin une augmentation du tissu qui se situe entre chaque alvéole. Ça va augmenter donc l'épaisseur de la membrane alvéolo-capillaire. Ça va aussi rigidifier le poumon et le rendre moins compliant. La compliance, c'est quoi? C'est la capacité qu'a un organe à se distendre. Si vous prenez un ballon avec une paroi bien souple, vous allez, en soufflant très très peu, avec peu de force, pouvoir mettre beaucoup de volume dedans. Si la paroi de votre ballon est très épaisse et très dure, il va vous falloir beaucoup de force pour pouvoir le gonfler avec ce même volume. C'est exactement ce qui se passe en cas de fibrose. Vous voyez que pour pouvoir gonfler son poumon de 500 millilitres, pour un poumon normal, il faudra déployer une pression de 2,5 cm d'eau, alors qu'en cas de fibrose pulmonaire évoluée, il faudra 50 cm d'eau, donc 20 fois plus de force pour pouvoir atteindre un volume de 500 millilitres. Plus votre fibrose va progresser, plus la compliance de votre poumon va diminuer, plus il va vous falloir de force au niveau de vos muscles respiratoires. Coupez mon audio. AL+. Vous m'entendez mal? Allô? Non, c'est bon, docteur, allez-y. Donc, pour pouvoir faire rentrer le même volume, il va vous falloir plus de force musculaire sur vos muscles respiratoires. Les volumes pulmonaires mobilisables et statiques vont diminuer. Et pour compenser, pour essayer de maintenir une ventilation minute suffisante, vous allez devoir finalement augmenter votre fréquence respiratoire. L'augmentation de la force des muscles respiratoires et l'augmentation de la fréquence respiratoire sont une source d'inconfort et d'essoufflement pour le patient. Du point de vue de la diffusion, ici c'est une alvéole et ici c'est un capillaire, avec le globule rouge qui est représenté. Chez un sujet normal et au repos, le globule rouge va traverser cette membrane en 0,75 secondes. C'est le temps suffisant pour passer de 40 mm de mercure d'oxygène à 100 mm de mercure d'oxygène. Un patient normal à l'effort, le débit cardiaque va augmenter. Le globule rouge va passer beaucoup plus vite. Plutôt que de passer en 0,75 secondes, il va passer en 0,25 secondes. Chez un sujet normal, ces 0,25 secondes vont suffire à atteindre un taux d'oxygène normal et à recharger votre sang en oxygène. Pour un patient qui a une fibrose pulmonaire idiopathique, la membrane est épaissie. En 0,75 secondes, pour une fibrose pulmonaire modérée, on va quand même pouvoir obtenir une oxygénation suffisante. Pour une fibrose pulmonaire sévère, les 0,75 secondes ne vont pas suffire à avoir un taux d'oxygène normal et on peut avoir, quand la maladie est évoluée, un taux d'oxygène, même au repos, qui peut chuter. À l'effort, par contre, même pour une fibrose pulmonaire modérée,
un 0,25 secondes ne permettent pas d'obtenir un taux d'oxygène normal dans le sang, et ce qui va aboutir à une désaturation à l'effort. Vous allez faire un effort, au repos, votre taux d'oxygène va être normal, mais à l'effort, comme votre débit cardiaque va augmenter et votre globule rouge va passer beaucoup plus vite dans la membrane, il n'aura pas le temps de surcharger complètement en oxygène et votre taux de saturation à l'effort va diminuer. Donc finalement, cette diapositive, pour résumer, pourquoi on est essoufflé, la dyspnée, c'est l'essoufflement des médecins, et pourquoi on est fatigué, c'est le nom c'est l'asthénie pour les médecins. Eh ben, la compliance diminue, le volume que vous allez pouvoir rentrer dans votre poumon diminue, vous allez devoir augmenter votre fréquence respiratoire, ça essouffle. Vous allez devoir augmenter le travail de vos muscles respiratoires, ça essouffle. La diffusion va avoir du mal à se faire. Il va y avoir une baisse de taux d'oxygène à l'exercice, ça fatigue. Vous allez être obligé, pour compenser, pour essayer d'avoir le plus d'oxygène possible, vous allez devoir hyperventiler, c'est-à-dire augmenter votre fréquence respiratoire, et ça va vous essouffler. En plus des anomalies au niveau du poumon, il peut y avoir des anomalies au niveau des autres organes qui peuvent contribuer à vous essouffler et à vous fatiguer. Vous avez aussi des problèmes cardiaques, vous avez une hypertension pulmonaire. Si vous n'avez pas assez de globules rouges, si vous avez une anémie, ou si votre performance musculaire n'est pas optimale, c'est-à-dire si votre muscle va avoir du mal à extraire l'oxygène pour le transformer en énergie, ça va accentuer votre sensation d'essoufflement et de fatigue. Ça, c'est ce qu'on appelle la spirale du déconditionnement. Plus on est essoufflé, moins on va faire d'efforts musculaires, et plus on va être essoufflé. Et c'est pour ça qu'on propose à nos patients des programmes de réentraînement à l'effort pour maintenir une fonction musculaire suffisante. Ça permet de compenser le manque d'apport en oxygène en améliorant la fonction musculaire. Donc, les explorations fonctionnelles respiratoires, vous connaissez, parce que vous avez l'habitude de faire ces examens-là. Ça peut comprendre des explorations fonctionnelles de repos, spirométrie, plétismographie. Je vais vous détailler tout à l'heure, c'est quand on vous fait souffler dans les machines. La gazométrie, c'est quand on vous prend un petit prélèvement de sang artériel pour analyser votre taux d'oxygène et de gaz carbonique dans le sang. On peut aussi faire des explorations fonctionnelles à l'effort, test de marche sur 6 minutes ou sur vélo, VO2 max. Ça permet de quantifier l'importance de votre fibrose, mais aussi de suivre son évolution dans le temps. Il faut que le patient soit en état stable. Si vous n'êtes pas bien, que vous venez de faire une infection pulmonaire, ce n'est pas le moment de vous faire l'examen parce que vous aurez des valeurs qui sont moins bonnes qu'elles le sont en réalité. Il faut que le patient soit capable de comprendre et de réaliser les consignes. Dans les fibroses pulmonaires très évoluées, ça peut être difficile du fait de l'essoufflement ou de la toux. Et puis, il faut éviter d'avoir un événement médical intercurrent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être en état stable, il ne faut pas cracher de sang, il ne faut pas s'être décollé le poumon, il ne faut pas avoir une infection pulmonaire évolutive, il ne faut pas s'être ou avoir des douleurs au niveau de la cage thoracique qui vous inhibent sur vos manœuvres parce qu'on va rendre des résultats qui seront faux. Donc, voilà les deux types d'appareils que vous avez l'habitude, sur lesquels vous avez l'habitude de réaliser vos tests. Il y a des appareils simples qui sont les spiromètres qui permettent uniquement de mesurer les volumes pulmonaires mobilisables, donc la capacité vitale, et le VEMS, c'est le volume expiré maximal en 1 seconde. Et puis, vous avez des machines plus sophistiquées qui sont les plétismographes, les cabines, où on va vous mesurer non seulement les volumes pulmonaires mobilisables, mais on pourra aussi mesurer les volumes pulmonaires statiques et la diffusion alvéolo-capillaire. Donc,
Les manœuvres, vous les connaissez bien. Pour la spirométrie, on va vous demander de respirer normalement, de vider à fond, de gonfler à fond et de revider fort, vite et longtemps. Normalement, l'expiration doit durer 6 secondes. Donc ça, c'est la représentation en volume et temps. Et ça, c'est la représentation en volume et débit. La capacité vitale, je vous le redis, c'est le maximum d'air qu'on peut faire passer dans un poumon quand on part d'une expiration complète à une inspiration complète. En plétismographie, on peut aussi vous faire, quand on ferme la cabine, on va vous faire respirer normalement et à un moment, la valve va se fermer. On va mesurer la différence de pression et de volume qui va s'effectuer dans la cabine quand cette valve va être fermée. C'est ce qu'on appelle le volume gazeux thoracique. C'est le reflet de la capacité résiduelle fonctionnelle. Je vais vous montrer ensuite à quoi ça correspond. Et à la fin, on vous fait aussi souffler une capacité vitale. Là, un peu plus lentement, capacité vitale lente. Donc, vous voyez ce qu'on mesure, c'est la capacité vitale en spirométrie et c'est finalement la capacité résiduelle fonctionnelle et le volume de réserve expiratoire. La capacité pulmonaire totale et le volume résiduel sont recalculés en fonction des valeurs qu'on a mesurées en faisant la spirométrie et en fermant la cabine. Ensuite, le dernier exercice, c'est la diffusion alvéolo-capillaire. On va vous faire respirer normalement, vider à fond, inspirer à fond. Quand vous allez inspirer à fond, on va vous faire respirer un échantillon de 2 gaz, de l'hélium et du monoxyde de carbone. On va vous faire tenir une apnée idéalement de 9 secondes qui peut être raccourcie à 7 secondes. Pendant ce temps-là, l'hélium va rester dans vos alvéoles, mais le monoxyde de carbone, lui, va diffuser dans vos capillaires et se fixer à l'hémoglobine. Et ensuite, on va vous faire revider rapidement vos poumons. On va reprendre un petit échantillon et on va calculer ce qui reste d'hélium et de monoxyde de carbone. La différence entre les deux, c'est ce qui est passé finalement dans vos capillaires. Donc, on va mesurer le KCO, c'est le coefficient de transfert du CO. On va mesurer le VA, volume alvéolaire. Je vais t'en parler là. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Très bien. Donc, ce qu'on va mesurer, c'est le KCO et le VA. La DLCO va être recalculée. La DLCO va être recalculée à partir de ces deux paramètres. Le KCO, c'est vraiment le reflet. C'est vraiment le reflet de ce qui se passe au niveau de la membrane, alors que la DLCO, c'est le reflet de ce qui se passe dans l'ensemble de vos deux poumons à l'échelle d'un individu. Pourquoi on vous embête? Pourquoi on vous demande de refaire plusieurs fois les mêmes manœuvres? Pourquoi des fois on vous demande de faire 3 fois la manœuvre et pourquoi des fois on vous demande de refaire jusqu'à 8 fois la même manœuvre? C'est parce que pour être sûr des valeurs qu'on va rendre, pour être sûr que votre capacité vitale est bien votre réelle capacité vitale, en fait, on a plein de contraintes. Il ne faut pas que le patient ait toussé. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite au niveau de l'embout buccal. Il faut que l'expiration soit suffisamment longue, idéalement 6 secondes. Il faut qu'on attienne un plateau d'expiration. Donc, on a plein de critères à remplir et tant que vous n'avez pas fait 3 tests sans erreur, on est censé recommencer jusqu'à 8 tests au total. Et on va rendre la meilleure valeur de capacité vitale obtenue sur ces 3 à 8 tests. Il faut aussi que vos valeurs soient reproductibles. Il faut que la meilleure valeur obtenue, il faut que vous ayez réussi à faire à peu près à 150 millilitres près cette manœuvre sur un second test. Sinon, on ne peut pas le rendre. Enfin, il est sujet à il n'est pas...
il peut être contesté en fait. Donc, l'espirométrie, on vous fait faire de 3 jusqu'à 8 tests. Les VGT, la CRF, on peut aller jusqu'à 5 tests différents. Et la DLCO, il nous faut 2 mesures et on peut aller jusqu'à 5 tests si on trouve que vous n'avez pas rempli tous les critères satisfaisants ou si on trouve que les tests sont trop différents l'un par rapport à l'autre. Normalement, pour une DLCO, il nous faut 2 tests avec moins de 10% d'écart entre les 2 tests et on va moyenner ce résultat, le résultat de ces 2 tests, alors que pour la capacité vitale, on va prendre la meilleure valeur obtenue. Ensuite, comment on va exprimer les résultats? On va les exprimer en fonction d'un échantillon de patients qui n'ont pas de pathologie respiratoire. Donc, on a des échantillons de patients sains et les valeurs changent, varient en fonction de l'âge, de la taille, du sexe, mais aussi de l'ethnie, de l'ethnie des patients. Est-ce qu'ils sont caucasiens? Est-ce qu'ils sont de race noire ou de race asiatique? Et donc, on a des valeurs théoriques qui sont des valeurs de référence de sujets normaux. Donc, on va vous rendre vos résultats, soit en les comparant par rapport à la moyenne des patients normaux, soit en regardant la limite inférieure. Donc, en fait, on a 90% des patients normaux qui se situent dans cette zone verte et donc qui vont être au-dessus de la limite inférieure de la normale ou qui vont être au-dessus d'un Z-score à 1,64. Donc, comment ça se présente sur vos rapports? Si vous voulez regarder en détail vos valeurs de FR, vous avez en bleu ici les valeurs que vous avez obtenues, les valeurs qu'on a calculées, qu'on a mesurées chez vous. En vert ici, c'est les normes, c'est donc la moyenne des sujets normaux. En rose ici, c'est la limite inférieure de la normale. Donc, tant que vous êtes au-dessus, tant que votre capacité vitale est au-dessus de la limite inférieure de la normale, eh ben, elle est normale. Et tant que votre valeur est au-dessus de 1,64 de Z-score, elle est normale. Donc ça, c'est un rapport chez un fabricant qui s'appelle MCS. Et ça, c'est un rapport chez un patient, chez une autre machine d'un constructeur qui s'appelle Adhesia. Donc, dans les 2 cas, vos valeurs apparaissent en bleu ici, les théoriques en vert, les limites inférieures sont ici dans la case rose, les pourcentages par rapport aux théoriques sont en vert et les Z-scores sont ici en bleu. Donc, il y a des constructeurs qui font des petits points. Quand les petits points sont verts, ça veut dire que vous êtes dans les normes. Quand le petit point est jaune, ça veut dire que vous êtes à la limite de la normale. Et quand le petit point est en rouge, ça veut dire que vous êtes en dessous des valeurs normales. Vous voyez ici sur un rapport qu'on a mesuré plusieurs fois votre capacité vitale. On l'a mesuré lors d'une manœuvre forcée. On l'a mesuré aussi quand on a fermé la cabine et à la fin de la manœuvre où on a obstrué, normalement, on vous fait refaire une capacité vitale. Donc là, le patient a 1,310 litre en capacité vitale forcée, 1,430 litre en capacité vitale lente. Quand on lui a fait mesurer la DLCO, on lui a refait inspirer à fond. On a réussi à avoir 1,410 litre. Et la DLCO apparaît ici tout à la fin, généralement, des rapports. Donc, vous voyez que lors d'un examen en plétismographie, finalement, on rend 3 capacités vitales différentes, une forcée, une lente et une lors de la manœuvre de diffusion. Ici, c'est pour vous montrer comment on rend les résultats aux patients sur les comptes rendus des patients. En fait, on met leur évolution au cours du temps et donc ils ont en fait un récapitulatif de leurs valeurs de capacité vitale et de diffusion au cours du temps. Donc là, c'est un patient qui est suivi chez nous depuis 2014 et vous voyez que sa capacité vitale est passée de 4 litres 580 à 3 litres 103 en l'espace de 8 ans.
Il a encore des valeurs qui sont tout à fait bonnes, hein, parce qu'il a une capacité vitale là, forcée à 87% de la normale. Et si on prend bien son temps pour le faire souffler, en capacité vitale lente, il a même 92% de la normale. Donc, il garde des capacités vitales qui sont finalement qui sont moins bonnes que ce qu'il avait, mais qui restent normales pour son âge et pour sa taille. Donc, l'EFR, dans votre pathologie, elle vient en complément de l'examen clinique. Votre médecin va vous demander si vous êtes plus essoufflé ou pas. Et c'est important d'avoir un repère dans votre vie de tous les jours. Un étage, avant, je le faisais facilement. Maintenant, j'ai plus de mal à le faire. Je suis obligée de m'arrêter à la moitié. Je suis obligée de m'arrêter à 2 marches, où je prends l'ascenseur et même en marche à plat, j'ai du mal. Donc, faut se trouver des petits repères dans la vie de tous les jours qui vous permettront de vous dire, oui, il y a ça, il y a 6 mois, j'arrivais à le faire et maintenant, j'ai peut-être un petit peu plus de mal ou pas, ou j'arrive toujours à le faire. Il y a aussi bien sûr le scanner thoracique et donc les EFR viennent en plus de tout ça. On va suivre donc le plus important, c'est votre capacité vitale qui va inéluctablement décliner, va diminuer. On ne retient de significatif qu'une diminution de la capacité vitale de plus de 10%. Vous avez vu que quand on vous fait souffler, quand vous venez au laboratoire, on vous fait souffler plusieurs fois et vous n'avez pas sur les 3 tests les mêmes valeurs. Donc, tant qu'il y a moins de 10% d'écart, ça peut être juste une variation qui est liée au fait que vous étiez un peu moins en forme, vous avez un peu moins bien compris la consigne. Donc, on va vraiment retenir de significatif une diminution de plus de 10% entre 2 tests. La capacité pulmonaire totale aussi va diminuer. On considère qu'une capacité totale est anormale quand elle est inférieure à 80% de la normale et on va grader son intensité en fonction du déclin de la capacité vitale. Tant que la capacité vitale est au-dessus de 70%, le trouble ventilatoire restrictif est léger. Entre 70 et 60%, le trouble ventilatoire restrictif est modéré. Entre 60 et 50%, le trouble ventilatoire restrictif est sévère. Et en dessous de 50% de capacité vitale, on va dire que le trouble ventilatoire restrictif est très sévère. La DLCO va aussi décliner avec la progression de la maladie. Et là, c'est pareil. On ne dit que le déclin de la DLCO n'est significatif, n'est réel que s'il est plus de 10%. Donc, si votre DLCO est un peu moins bonne, mais qu'elle est quand même pas à moins de 10% par rapport aux valeurs précédentes, on ne va pas considérer ça comme un déclin vraiment significatif et on ne va pas forcément adapter le traitement si la DLCO n'a pas baissé de façon importante. Ensuite, on peut mesurer votre taux d'oxygène dans le sang. Il y a 2 façons de faire. Il y a la gazométrie artérielle quand on va ponctionner avec une aiguille l'artère radiale. C'est un examen que les patients n'aiment pas beaucoup parce que c'est un petit peu douloureux. Il y a une façon moins invasive qui s'appelle la gazométrie capillaire où on va mettre une pommade qui va chauffer l'oreille pour créer un afflux de sang artériel à l'oreille et ensuite on va piquer avec une toute petite aiguille pour récupérer du sang artériel dans un tout petit capillaire, dans une toute petite paille. Cette méthode-là, elle est moins douloureuse, mais elle est aussi un peu moins fiable. Elle sous-estime le taux d'oxygène dans le sang. Donc, on le réserve que si on a du mal à ponctionner le patient ou si le patient est vraiment très réticent au fait d'avoir une gazométrie artérielle et que votre médecin est vraiment très intéressé de savoir quel est votre taux réel d'oxygène dans le sang. Donc, on peut l'exprimer soit en kilopascal, soit en millimètres de mercure. Là, je vous ai mis le facteur de correction si jamais votre centre le rend en kilopascal. Généralement, on parle plutôt en millimètres de mercure.
Donc là, vous voyez que c'est un patient qui a un taux d'oxygène qui est anormalement bas, hein, 60 mm de mercure, c'est une hypoxémie. On dit qu'on a un taux d'oxygène bas dans le sang, qu'on a une hypoxémie si la pression en oxygène est inférieure à 70 mm de mercure. Si elle est inférieure à 60 mm de mercure, on peut discuter de mettre en place de l'oxygène pour suppléer ce déficit. Et on va parler d'un taux de gaz carbonique anormalement élevé quand la PCO2, le taux de CO2, de dioxyde de carbone dans votre sang est supérieur à 45 mm de mercure. Enfin, on peut faire des évaluations à l'effort. Ça permet de quantifier votre handicap à l'effort, de suivre l'évolution dans le temps. Et on vous met généralement un capteur soit à l'oreille, soit au doigt pour suivre votre saturation en oxygène. On dit que le patient désature quand la saturation en oxygène entre le repos et l'effort baisse de plus de 4%. Donc, le test de marche, c'est quand on vous fait marcher 6 minutes dans un couloir et on va vous dire, ben voilà, vous avez fait tant de mètres en 6 minutes. Donc, on va suivre le nombre de mètres que vous êtes capable de faire et on va suivre la façon dont votre taux d'oxygène va diminuer ou pas à l'effort. Donc, ça permet d'apprécier la sévérité, ça permet de suivre votre évolution au cours du temps. Il y a un autre examen à l'effort qui est un petit peu plus sophistiqué, qui s'appelle la VO2 max, épreuve cardio-respiratoire d'exercice, soit sur vélo, soit sur tapis, généralement plutôt sur vélo. Ça permet de voir quel est votre facteur limitant à l'effort. Est-ce qu'il n'y a que le poumon qui vous gêne ou finalement est-ce que votre cœur aussi peut faire que vous êtes essoufflé? Est-ce que votre muscle est suffisamment performant ou est-ce qu'il a besoin d'être réentraîné? Donc, ça permet là aussi de voir la sévérité de votre atteinte et de voir si on peut vous proposer des protocoles de réentraînement à l'effort pour améliorer votre performance musculaire et diminuer votre essoufflement dans la vie de tous les jours. Est-ce que cette réhabilitation doit être faite avec oxygène ou pas? Donc, vous l'avez compris, les EFR, c'est vraiment un examen qui est très important pour le suivi des patients qui ont une fibrose pulmonaire. On vous embête beaucoup, on vous fait refaire plusieurs fois les manœuvres et on vous encourage pour que ça soit fait correctement parce que c'est vraiment très important. Donc, il y a des patients pour lesquels on va prendre beaucoup de temps. Ça nous arrive de prendre une demi-heure, 40 minutes pour arriver à avoir un résultat correct. Pourquoi? Parce que ça va vraiment conditionner le traitement. Est-ce qu'on instaure un traitement? Est-ce qu'on change de traitement ou pas? Voilà. Voilà pour ma présentation. J'espère qu'elle a été claire. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Dr Turquier. C'était effectivement très, très clair et ça va nous aider à mieux comprendre nos résultats et à ainsi mieux suivre l'évolution de notre maladie. Donc, on va passer à une petite session de questions-réponses. Je veux bien, si vous pouvez arrêter votre partage d'écran, peut-être, docteur. Et puis, avant de passer là, vous pourrez lever la main pour ceux qui veulent poser des questions. Avant, on avait deux petites questions qui ont été posées. Après, je vous passerai la main, Pierre. Il y a deux petites questions qui nous avaient été posées par des adhérents. Aïcha, je crois que tu en avais une. Oui, il s'agit de Jean-Yves Cogan qui n'a pas pu venir, mais qui m'a laissé sa question. Jean-Yves a eu une évolution de sa DLCO qui déclinait de façon importante depuis janvier 2021. Pour faire très bref, sa DLCO était à 67% en janvier et en 2023, janvier 2023, elle était plus qu'à 32%. Par contre, aujourd'hui, en avril, il y a quelques jours, eh bien, de 32%, elle est remontée à 38%.
Donc, il voulait savoir si il avait regagné quelque chose ou pas, ou si, il y a eu une erreur quelque part. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, hein, on retient vraiment de significatif une décroissance ou une augmentation de plus de 10%. Donc, le fait de passer de 32 à 38%, c'est pas franchement significatif. D'accord. Donc, vaut mieux que ça soit dans ce sens-là quand même. Oui. Et faudra voir sur les prochains examens, en fait, voir comment ça évolue lors de la prochaine mesure. OK. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez une autre question d'un adhérent qui ne peut pas être là, qui lui a des EFR plutôt satisfaisants, même très satisfaisants. Il a une CVF à 116%, une DLCO à 74%, et même un test de marche, ça doit être un sportif à 156%. Donc tout va bien de ce côté-là. Et assez peu de symptômes en fait sur la FPI. Par contre, il a un scanner qui montre une majoration des lésions et des rayons de miel depuis 2018. Donc sa question, c'est est-ce qu'il peut y avoir donc une distorsion entre les résultats des EFR d'un côté, puisqu'on peut observer sur les scanners de l'autre, et puis si oui, pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Alors, effectivement, de temps en temps, on a dans la majorité des cas, les paramètres sont quand même relativement bien corrélés. Et quand le patient dit qu'il est plus essoufflé et qu'on a une aggravation au scanner, on a pareil une aggravation aux explorations fonctionnelles respiratoires. De temps en temps, il nous arrive que les médecins nous sollicitent en nous disant « je ne comprends pas ». Alors là, c'est un peu l'inverse de ce cas-là, mais le scanner est exactement le même. Par contre, les EFR sont quand même nettement moins bonnes. Qu'est-ce que tu en penses? Ce qu'il faut savoir, c'est que la diffusion, surtout, dépend aussi d'autres facteurs. Et notamment, si on a une hypertension pulmonaire, ça fait baisser la diffusion. Donc, il nous arrive de diagnostiquer, par exemple, des hypertensions pulmonaires parce que justement, il y a une discordance entre les données d'EFR et les données de scanner. Pareil, si on a une atteinte des muscles respiratoires, alors dans votre cas, c'est normalement dans la fibrose pulmonaire idiopathique, ce n'est pas le cas, mais dans d'autres fibroses qui peuvent être associées à des myosites ou à des atteintes du diaphragme, on peut avoir une diminution de la capacité vitale qui en fait est liée à un problème de muscle respiratoire et pas de poumon lui-même. Pour le cas de ce monsieur, je ne sais pas quels étaient ses EFR avant qu'il soit malade. En fait, faudrait vraiment. On a des patients qui ont des EFR normales, mais en fait, avant leur maladie, ils étaient au-dessus des valeurs normales. Ils avaient des grands poumons. Ils étaient peut-être à 120 ou 130% de la normale. Ils avaient une capacité respiratoire un peu hors norme. Et ça arrive qu'on ait des patients avec finalement des atteintes de scanner qui sont relativement importantes et des EFR qui ne sont pas encore, qui restent dans les normes. Mais si on compare par rapport à des valeurs antérieures, probablement qu'on retrouverait quand même un déclin. Okay. Merci. Pierre, tu voulais poser une question. Bonjour docteur, bonjour tout le monde. Ma question est très simple, docteur. Quelle est la fréquence optimale à laquelle ma pneumologue se doit de réaliser des EFR? Parce que j'ai vu que vous communiquiez les statistiques faites une fois par an, mais est-ce que c'est une fois par an, 2 fois par an, ou plus ou moins? Alors, honnêtement, ça dépend beaucoup de votre degré d'atteinte et de l'évolution. On a des patients qui ont, par exemple, le patient dont M. Fourier parlait tout à l'heure, si les EFR sont normales et que les atteintes au scanner sont très peu importantes, on peut faire une capacité vitale tous les 6 mois, une plétismographie tous les ans, avec un scanner tous les ans, et si ça reste stable, ne pas faire plus de suivi.
Après, si on s'aperçoit que c'est évolutif et a fortiori, si on commence un traitement, on va vouloir vous surveiller plus souvent et faire par exemple des capacités vitales tous les 3 mois, des plethysmographies tous les 6 mois. Donc en fait, c'est vraiment au cas par cas en fonction des patients, de leur sévérité et surtout de est-ce que ça a évolué est-ce qu'il y a une aggravation sur les dernières mesures ou pas. Merci, docteur. Il y avait monsieur Toinon avec François, je crois, qui voulait poser une question. Oui, voilà. Bonjour tout le monde. Je voulais savoir, quand vous parlez de CV, si c'est la CVF dans les calculs. Alors, généralement, c'est la CVF, effectivement, et notamment dans tous les protocoles, on parle de la CVF. Après, il se trouve que certains patients ont beaucoup de mal à faire une CVF parce que ça leur déclenche une toux et il n'est pas rare qu'on ait des valeurs qui soient meilleures en CVL. Donc, si vraiment il y a une grosse différence entre les capacités vitales lentes et les capacités vitales forcées, on le mentionne au médecin qui vous suit en disant, certes, sa capacité vitale forcée est moins bonne, mais en fait, si on compare les CV lentes, on est pareil. Et donc, prendre plutôt en compte la CV lente chez les patients qui ont du mal à faire des capacités vitales forcées correctement. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? André, vas-y. Il faut rouvrir ton micro. Voilà, ça doit être bon. Voilà, une question concernant interne, le rapport TIFNO, puisque souvent les pneumologues marquent sur le rapport en conclusion finale, ils citent effectivement ce rapport TIFNO. Qu'est-ce que c'est? Alors, le TIFNO, c'est le rapport VEMS sur capacité vitale. Le VEMS, c'est le volume expiré maximal en 1 seconde. Quand vous faites votre spirométrie forcée, on vous demande de souffler fort et vite. Et on va calculer en 1 seconde le volume que vous arrivez à souffler. Honnêtement, ce rapport de TIFNO est abaissé chez les patients qui ont des pathologies des bronches. Et c'est un marqueur de sévérité chez les patients qui ont une pathologie des bronches. Le VEMS, c'est un marqueur de suivi des patients qui ont une bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, en fait, dans votre pathologie à vous, le VEMS et le rapport de TIFNO ne sont pas des marqueurs qu'on regarde de façon… Enfin, ce n'est pas les marqueurs qui sont intéressants dans votre cas. C'est intéressant pour les patients qui ont des pathologies des bronches, les mucoviscidoses, les dilatations des bronches ou les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Ok, je lirai plus cette partie-là. Voilà, vous pouvez faire l'impasse. Voilà. Si vous avez une petite bronchite, si vous avez une infection pulmonaire, ça peut baisser quand même. Mais… Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas tout le monde. Il y a Marie-Thérèse. J'ai voulu savoir, s'il vous plaît, pourquoi l'oxymètre est capricieux? Est-ce qu'il y a des oxymètres qui sont meilleurs que d'autres? Et à quoi sert le PI qu'on voit inscrit sur l'écran de l'oxymètre? Alors, oui, les oxymètres sont capricieux et c'est une mesure qui est fiable, mais qui est quand même moins fiable que la gazométrie dont je vous ai parlé. Ensuite, il y a des… Donc, je pense qu'il y a plusieurs… bien sûr, il y a plusieurs… il y a plusieurs catégories d'oxymètres et il y en a qui sont plus ou moins performants, ça c'est clair. Il y a aussi des facteurs liés aux individus. Il faut éviter bien sûr les vernis, surtout les vernis foncés ou permanents, hein, parce qu'on capte moins bien. Il y a des patients qui ont ce qu'on appelle des syndromes de Raynaud, qui ont vous savez, les doigts qui deviennent blancs au froid, là, où la vascularisation se fait moins bien au bout des doigts. Donc, ces patients-là, on a du mal à capter. Classiquement, on capte mieux sur le doigt, la main gauche que la main droite. Et alors, le PI, alors normalement, ça vous donne votre taux d'oxygène et certains donnent la fréquence cardiaque. Oui. Ça donne la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque. Par contre, le PI, je ne vois pas ce que c'est.
On n'a pas ça sur nos oxymètres. Sur l'Oxy-1. Ouais, montrez voir peut-être sur le... Sur l'Oxy-1, ouais. Alors on voit PR et on voit SPO2, mais on voit aussi quelquefois... Vous pouvez vous le mettre au bout du doigt et me le montrer à l'écran ou pas? Oui, j'essaie de voir, de trouver. Voilà le pays. Plus haut. Alors 93, ça c'est votre SAT. Ouais, 80. Ah ouais, je sais pas. Pays. Oh. Eh bien, alors là, c'est une colle. C'est une colle. Ben, je vais me renseigner. Je ne connais pas ce modèle-là. Je vais me renseigner, puis je répondrai à M. Fourier. Il vous transmettra la réponse. Est-ce que j'ai le droit du coup de vous poser une autre question? Bien sûr, Marie-Thérèse. S'il vous plaît, Madame Docteur, oui. Quels résultats il faut avoir pour être greffé? Est-ce qu'il y a des résultats à avoir pour être greffé? Alors, clairement, la greffe ne s'adresse qu'en cas de fibrose pulmonaire évoluée. Pourquoi? Parce que être greffé, c'est en fait une autre maladie. Hein, vous n'êtes pas débarrassé, guéri de tout. Vous avez énormément de médicaments à prendre avec des risques infectieux, des risques de rejet, des risques de cancer. Donc, on va proposer aux patients une greffe à court et moyen terme. Il faut avoir moins de 65 ans pour être greffé en monopoumon. Oui, il faut avoir des valeurs altérées. Alors, là aussi, c'est un peu au cas par cas, mais on va pas... oui, il faut avoir des valeurs altérées de capacité vitale et de DLCO, et ça, c'est à rediscuter au cas par cas en fonction de votre centre. D'accord, merci, docteur. Alors, je vois un doigt qui se lève, une main. Allez-y, allez-y. Alors, il y a Madame Labrousse. Et puis après, Jean-Louis, Madame Labrousse, votre micro. Et après, Jean-Louis, je vous passe la parole. Oui, on vous entend. Voilà, c'était juste une petite remarque par rapport à... Bonjour docteur et merci beaucoup d'être là. Je voulais vous demander par rapport à la... Parce que je suis suivie à Avicenne et on va me mettre dans un protocole de greffe. Donc, j'ai été très intéressée par la question sur la greffe. Vous parlez de monopoumon. Est-ce que les règles sont différentes selon que l'on change un poumon, si je puis dire, ou deux? Alors, oui, les règles sont différentes et c'est pour ça que tous les centres ne font pas la même chose. Il y a des centres qui ne greffent pas en monopoumon et il y a des centres qui greffent que en poumon et des centres qui greffent en monopoumon. Pourquoi? Parce que de greffer en monopoumon, ça permet de greffer plus de personnes. Hein, on greffe 2 fois plus de personnes. Et du coup, on peut accepter de greffer des patients qui ont des âges entre 60 et 65 ans. Parce qu'en fait, moi, on m'a directement parlé des 2 poumons. Je n'ai pas une FPI, pour être tout à fait précise, mais mes camarades FPI m'ont accepté parce que j'ai une fibrose. J'ai une PHS, fibrosante. D'accord. Enfin, le résultat est un peu le même. Et sur Paris, parce que je suis suivie par Avicenne, est-ce que vous savez qui fait les 2 poumons? Quel est le centre? Alors, Avicenne, je ne sais pas s'il travaille. Il travaille avec Foch, je pense, non? Je ne sais pas. En fait, c'est le professeur Nunes. Bichat ou Foch. Ils font les 2 poumons là-bas. Donc, si je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je sais que nous, à Lyon, on fait des monopoumons. Je sais qu'à Nantes, ils ne font pas de monopoumons. Après, si on peut vous greffer en bipoumon et qu'ils vous inscrivent sur une liste d'attente sur du bipoumon, il faut faire les bipoumons. Hein. Enfin, voilà, si vous acceptez en bipoumon. Hein. Je sais que ce n'est pas le sujet. Vous permettez une question sur la greffe et puis après, je laisse la parole. C'est ma spécialité, hein, donc je vous réponds à la mesure de mes connaissances. Donc, je ne vous embête pas. Je laisse la parole à la prochaine personne. Mais allez-y, hein, si vous voulez. Je vous réponds. Si je ne suis pas certaine, je ne vous répondrai pas. Hein.
Monsieur Fourier m'avait très gentiment dit qu'il y avait une hospitalisation de 10 jours, donc ça, je le sais. Mais si j'ai bien compris, certains résultats, quand on est pris par le groupe de pré-greffe, attendent 6 à 9 mois, c'est ça? Alors, 6 à 9 mois, ça doit être peut-être des phénotypages là un peu compliqués. Alors, la majorité des examens, les résultats sont assez rapidement disponibles. Hein. Oui, donc on va s'assurer que vous n'ayez pas d'infection, pas de cancer, pas de pathologie cardiaque ou vasculaire qui puisse entraver la chirurgie et les suites opératoires. Voilà. D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup. Il y avait Jean-Louis après qui avait une question. Jean-Louis, votre micro, s'il vous plaît. Votre micro, Jean-Louis. On ne vous entend pas. Jean-Louis, on ne vous entend pas. Réactivez votre micro. Attendez, là. Là, vous m'entendez? C'est bon, c'est bon. Allez, ça marche. Bon, oui. Bon. J'avais une question concernant l'oxygénothérapie, parce que je suis avec. Vous avez beaucoup parlé tout à l'heure des problèmes d'échange avec les globules rouges, alvéoles, etc., sous une forme un peu mécanique, pression et traversée de parois. Je voudrais savoir ce qu'apporte l'oxygénothérapie dans ce genre d'échange. Comment elle agit et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? En fait, le but, c'est d'amener le maximum d'oxygène possible dans votre alvéole. Oui. Et pour que on parte d'un le plus important possible, en fait. Si dans votre... Ouais, attendez, ouais, c'est une bonne question. Comment y répondre? Parce que l'oxygène qu'on apporte, il faut aussi qu'elle traverse quelque part. Oui, donc, oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que dans les stades évolués, même en augmentant le taux d'oxygène, ben, on va désaturer, on va être obligé d'augmenter les débits au fur et à mesure. Ah oui, tout à fait. C'est exactement ça, c'est pour compenser. Donc, enfin, moi, je sais que, le but, c'est de saturer votre oxygène, de mettre le plus, d'essayer d'apporter le maximum d'oxygène dans votre alvéole pour optimiser la diffusion, quoi. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Ah, parce que, bon, là, c'est vrai que je désature très vite, mais l'oxygène, pour moi, m'aide beaucoup pour remonter. Et c'est vrai que je remonte très vite quand j'ai de l'oxygène. Mais par contre, je désature. Voilà. Et alors, ce qu'on peut conseiller aux patients, beaucoup de patients ont un débit au repos. Oui. Qui peut être 1, 2, 3 litres. Et on leur dit, mais quand vous faites un effort, vous augmentez. Ben, c'est ce que je fais, moi. Voilà, moi, ma toilette, mon habillage, je monte à 6-8. Sinon, je suis à 3-4. Voilà. Le but, c'est vraiment d'apporter le maximum d'oxygène possible à la membrane pour donner un maximum de chance pour que l'oxygène arrive sur votre globule rouge, quoi. D'accord. Il n'y a pas trop de risque à trop forcer l'oxygène, là? Non, c'est risqué quand plutôt chez les patients qui ont des pathologies obstructives qui vont être hypercapniques. Ah oui, d'accord. C'est embêtant quand le taux de gaz carbonique est élevé dans le sang parce que ça peut être un mauvais signal et ça peut diminuer la ventilation du patient et aggraver le taux de gaz carbonique. Voilà. Mais chez la majorité des patients qui ont des fibroses pulmonaires, il n'y a pas, le taux de gaz carbonique reste conservé très très longtemps et donc il n'y a pas d'effet délétère à augmenter l'oxygène. Ouais, d'en faire une toilette quand je fais à 8 litres. Il n'y a pas de souci, ça. Il n'y a pas de problème. Au contraire, on va prendre les dernières questions parce que le temps passe et on va libérer le docteur Turki après. Donc, il y avait une question de Christine, je crois. Oui. Alors, moi, vous n'allez pas me voir, mais la question, c'est surtout pour qu'est-ce qu'on peut faire en matière d'entraînement, d'activité physique en dehors des périodes en centre où on fait de la réadaptation pulmonaire, parce que quand on est en centre en réadaptation pulmonaire, on est d'abord dans un contexte qui n'est pas la vie ordinaire, donc c'est très... on nous facilite la tâche
Et quand on se retrouve à la maison, moi, je vois par exemple le kiné m'aide beaucoup parce que je vais faire la musculation du vélo, du rameur, du soulever de la fonte, faire des choses qui me remusclent les cuisses, qui me remusclent les bras, qui me remusclent. Et je me dis, c'est ma seule chance, c'est cet effort-là, parce que l'oxygénothérapie, c'est quelque chose qui m'est apporté, mais pour lequel je ne fais pas d'effort. Donc, je veux savoir comment on trouve la limite de ce qui va optimiser le plus longtemps possible mes capacités physiques. Donc, qu'est-ce qu'il y a en dehors Non, mais vous avez entièrement raison. Hein. L'oxygène, les médicaments, c'est ce qu'on peut vous apporter. Et après, il a été démontré que le réentraînement musculaire à l'effort permet d'améliorer la sensation d'essoufflement et la qualité de vie des patients. C'est pour ça que si vous pouvez faire une réhabilitation, donc en centre, c'est vraiment très bien. Normalement, les kinésithérapeutes et préparateurs physiques vous donnent quand même les clés pour maintenir, on appelle ça le maintien des acquis à domicile, pour essayer de maintenir une activité chez vous. Donc, il y a le kiné, bien sûr. Après, ça va être en fonction de ce que vous aimez faire. Il y a des patients qui ont des vélos d'appartement. Donc ça, il faut pas hésiter. Hein. Si faire du vélo d'appartement, ça vous convient, donc il faut d'abord faire un test à l'hôpital avec une VO2 max pour vérifier voir si vous avez ou pas besoin d'oxygène. On vous dira à quelle fréquence cardiaque vous réentraînez. On vérifiera qu'il n'y a pas de problème cardiaque qui le contre-indique. Mais si vous avez le feu vert du médecin qui vous a fait passer le test d'effort en centre, il vous dira, ben voilà, vous pouvez faire un effort en ciblant telle fréquence cardiaque, en accélérant suffisamment votre fréquence cardiaque, en mettant tel débit d'oxygène, en le faisant 30 minutes, 3 fois par semaine. Voilà, ça peut être du vélo d'appartement, ça peut être de la marche. Alors, la marche, c'est pareil. L'idéal, c'est que ça soit une marche un peu active où on accélère un petit peu quand même la fréquence cardiaque, pas juste la petite balade. Voilà. Et puis, discuter aussi avec votre kiné qui vous connaît. Donc, il verra ce qu'il peut vous conseiller comme sport, quoi, ce qui lui paraît bien pour vous. Honnêtement, le vélo d'appartement, c'est parfait. Hein, c'est par tous les temps, c'est faisable. S'il y a besoin d'oxygène, on met l'oxygène à côté de soi. Si on est un peu stressé, on se met un saturomètre au bout du doigt et on surveille que la saturation baisse pas trop. On se met sur une fréquence cardiaque cible que le médecin nous conseille. Je pense qu'il peut y avoir des systèmes pas trop chers en revente, hein, sur des sites de revente, Le Bon Coin, etc. Si je peux compléter, docteur, bien sûr. Pour Christine, il y a aussi pas hésiter à participer à nos séances d'activité physique qu'on organise et auxquelles vous pouvez tous participer tous les lundis matins avec un coach qui nous entraîne avec des exercices spécifiques pour la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, n'hésitez pas, Christine. Si besoin, on peut vous renvoyer les liens d'accès. Hein, c'est libre, c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire pour une question de nombre de participants à chaque session que le coach puisse gérer. Hein, mais c'est totalement libre d'accès. Donc, si ça vous intéresse, on vous envoie un peu plus d'informations là-dessus. Je peux poser une question? Oui, je ne sais pas qui c'est. Poser une question. Allez-y. Oui, allez-y, je vous en prie. Voilà, je n'ai pas la fibrose, c'est ma femme je suis aidant. Elle entame sa 3e année d'oxygénothérapie et on a 81 ans tous les deux. Et je pense qu'on a fait un stage à la Pignada, près d'Arcachon, et elle est toujours très fatiguée et actuellement elle somnole. Alors je me demande quel médicament pourrait
la doper un peu parce que l'Ofev et l'Esbriette l'ont rendu malade. Donc voilà, on en est là. Mais c'est très dur. Ah oui, bien sûr. Ça, il n'y a pas vraiment de médicaments dopants. Il faut surtout voir avec son médecin, être sûr qu'il n'y ait pas autre chose en plus de la fibrose, être sûr qu'il n'y ait pas une anémie, qu'il n'y ait pas un problème de thyroïde, qu'il n'y ait pas un problème cardiaque, qu'il n'y ait pas quelque chose d'autre que la fibrose. Ça, c'est important. Donc, je pense qu'il faut vraiment en discuter avec le médecin traitant et avec le pneumologue, être sûr qu'il n'y ait pas un facteur aggravant en plus de la fibrose sur lequel on puisse jouer. On va voir pour la 4e fois le professeur Mélonier à Limoges mardi prochain. Très Donc, bien. qu'est-ce qu'on peut lui demander? Eh ben, exactement ce que vous venez de me poser comme question. Il faut bien y aller avec les résultats d'une prise de sang. Oui. Elle a fait ça, votre femme, récemment? Oui, je suis obligé de m'en aller. Hein, vérifier qu'il n'y ait pas d'anémie, pas de problème de thyroïde, pas de problème autre. Et lui jugera s'il faut faire des investigations supplémentaires, etc. Venez avec tout votre dossier médical. Je vous remercie beaucoup. La liste des médicaments qu'elle prend. Les médicaments, actuellement, elle prend de la cortisone. D'accord. 40. D'accord. Et c'est tout? Mais il ne se passe pas grand-chose. D'accord. Bon, ben, vous réservez la même question au professeur Méloni. Merci. Bon courage. Une avant-dernière question avec... c'est Martine, je suis désolé qu'il est là. Allez-y. Ah, ok. Allez-y. C'est pas Martine, mais c'est écrit Martine, c'est pour ça. Ah, c'est écrit Martine, oui. C'est mon aidant qui est en train de courir pour le défi de la nouvelle. Oui, d'accord, ok. Voilà. Donc, bon, ben, Régis, voilà. J'ai beaucoup appris, docteur, sur vos graphiques, parce que bon, j'ai la chance d'être très bien suivi. Très bien suivi. Dans un premier temps, j'ai un pneumologue de ville qui me reçoit tous les 2-3 mois, et je vais donc m'enfermer dans son body plétismographie qui me stresse énormément. Donc, à chaque fois, ça me provoque une quinte de tout. Alors, vous voyez qu'avec ça, les résultats, il ne faut pas être bon. Alors, à l'heure actuelle, vous avez parlé, vous, de beaucoup de choses. Moi, je suis suivi sur 2 critères. Le premier, c'est le VEMS. Tout le monde connaît. Volume expiratoire. À la première seconde. Là, je suis tombé à 53. Ouf. Et puis, j'ai le CVmax. Normal supérieur à 70. Je suis à 43. Bon. Les records sont faits pour être battus, mais là, pas dans ce sens. Donc, malgré l'Ofev, malgré 14 heures d'oxygène, malgré le Celcept, je ne suis pas greffé, mais j'ai déjà le médicament, parce qu'on ne me greffera pas, je suis trop âgé, et la cortisone que je viens de baisser, malgré tout ça, heureusement que j'ai la foi. D'accord? Jusqu'où on peut aller comme ça? Bonne question. Et ouais. Il faut s'en référer aux anges gardiens, là. Il y a un protocole qui s'appelle Progression. Vous êtes suivi sur quel hôpital? Alors, je suis suivi donc par un pneumologue de ville qui n'est pas loin de chez moi tous les 3 mois. Et après, pour ne pas surcharger les hôpitaux, je suis suivi au CHU par Centre de compétences de Bordeaux. De Bordeaux. Okay, qui me reçoit, lui, tous les 6 mois. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un pneumologue du CHU qui est pro-Celcept et celui de la ville qui est pro-cortisone. Donc, entre les deux, moi, je suis la balle de tennis, là, ou de ping-pong. Bon. Et très dur à vivre. Normalement, il y a quand même des centres de compétences en pathologie interstitielle et en maladies respiratoires rares. Donc, je pense que il faut plus faire confiance aux médecins du CHU qui est normalement labellisé sur la prise en charge des fibroses pulmonaires. Après, je ne connais pas votre dossier,
Par exemple, vous voyez, donner du Cellcept et de la cortisone quand on a une FPI, ça ne fait pas partie des prises en charge classiques. Donc, vous avez vraiment une fibrose pulmonaire idiopathique? Non, 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 docteur, excusez-moi. Ma fibrose interstitielle pneumopathie, oui. Parfois, selon certains examens, ils la trouvent idiopathique. D'autres fois, ils la trouvent commune. D'autres fois, mais ils ne savent pas. Donc là, on m'a donné... Idiopathique et commune, c'est pareil. Ouais. Idiopathique et commune, ça veut dire la même chose. Ben voilà, vous voyez, j'ai Par contre, Cellcept, cortisone, c'est bizarre. Alors, Cellcept, le pneumologue du CHU, j'en aurais terminé, lui axe sur le Cellcept de façon à remplacer à la longue la cortisone. On a déjà fait un essai. Ça n'a pas marché. On recommence. Voilà, c'est tout. Ouais. Bon, le problème, c'est que je ne connais pas votre dossier, et donc c'est un petit peu compliqué, mais si vous voulez avoir un deuxième avis, envoyez-moi vos comptes rendus et je les discuterai avec l'équipe de pneumologie de Lyon. Hein. Ah ben c'est gênant, après, c'est gênant. Moi, je veux vexer personne. Je veux vexer personne. En tant que patient, vous avez le droit de demander un troisième avis. Hein. Ouais. Si vos deux pneumologues ne sont pas d'accord, vous avez le droit de demander un autre avis, monsieur. C'est très gentil de votre réponse. Merci. Voilà. Autrement, tout va bien. Merci Régis. Une dernière question avant. Après, on va être obligé d'arrêter la session. Une dernière question pour vous, docteur, par rapport à la technologie, pour savoir si la technologie des EFR peut évoluer ou va évoluer. Je pense par exemple à certains examens qui pourraient peut-être être faits parfois à domicile au lieu d'imposer un déplacement à l'hôpital quand l'hôpital il est à 100 ou à 200 km de chez soi. Est-ce qu'il y a des choses, voilà. Est-ce que vous savez s'il y a des évolutions possibles? Effectivement, il y a des possibilités de spirométrie portable, de petits appareils de spirométrie qui peuvent être faits à domicile. C'est beaucoup utilisé chez les greffés. Dans la fibrose, effectivement, vous m'en aviez parlé, j'ai retrouvé l'étude des Pays-Bas, je crois, qui dit que ça améliore un petit peu le score de qualité de vie des patients. On n'en est pas là. Petit 1, il faut quand même s'assurer, il faut vraiment que le patient, ça a un coût, petit 1, la spirométrie portable, pour chaque patient, ça a un coût non négligeable. Et puis ensuite, il faut être sûr que le patient le fasse correctement. Le fait que ça soit fait par le pneumologue ou par des infirmières spécialisées, c'est le garant d'une bonne réalisation et c'est vraiment très, très important. Et c'est pour ça qu'on vous embête à faire 3 fois, 4 fois, 5 fois la même manœuvre. C'est parce que c'est indispensable d'être sûr que les manœuvres soient correctement faites. Merci beaucoup. Il va être temps de nous quitter. Donc, je voulais vous remercier. Un grand merci, docteur Turquier, pour nous avoir accordé tout ce temps si précieux. Merci merci à Aïcha pour son aide pour la préparation. Et puis, merci à vous tous qui êtes connectés, qui êtes présents. Ça fait plaisir de vous voir. Et puis, on réfléchit à une prochaine conférence sur un autre sujet. Donc, j'espère à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir, bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci. Merci. Au revoir.